créateur visionnaire. Il a révolutionné Chanel, marqué Fendi. Toujours vêtu de noir et de blanc, il a su jouer et briser les codes de la mode. Mesdames, messieurs, bonjour, prenez à manger, installez-vous confortablement, car aujourd'hui, je vais vous raconter la vie de Karl Lagerfeld. Voici Karl Lagerfeld. Bonsoir Karl. Karl Lagerfeld. 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 Karl Otto Lagerfeld est donc né à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Pas très jojo comme période, non, vraiment pas. Pas fou, vraiment, surtout en Allemagne. Bof. Mais bon, il faut savoir que à peine né, quelques années plus tard, Hambourg va être bombardé par les Anglais, puisque bah, c'est la guerre. Et il va être donc mené à aller vivre dans la campagne, dans une résidence secondaire. Parce que oui, notre très cher Karl Lagerfeld est issu d'une famille de bourgeois, voilà, de la bourgeoisie aisée, hein, puisque son père, Otto Lagerfeld, c'était le boss d'une usine de lait concentré. On peut effectivement le qualifier comme le maître laitier, le laitier. Ouais, le même, de fou. Ah, il est ancien. Bref, grâce à cette usine, la famille de Karl Lagerfeld vont se faire un petit paquet de fric parce qu'elle va quand même être en production malgré la Seconde Guerre mondiale. Voilà. À côté de ça, faut savoir que bah Karl, il a jamais vraiment affectionné son père puisqu'il était pas vraiment là, il était absent, il était allé chercher du lait. Effectivement, là on peut le dire. Ça fonctionne avec tout, avec lui, ça fonctionne avec tout. Bref, c'est donc sa mère qui est très cultivée qui va s'occuper de son éducation. Sauf que sa mère, alors, certes, elle est cultivée, etc. C'est une femme intellectuelle qui sait comment bien se tenir dans la haute société, certes, mais elle a un petit problème. Moteur. Elle est pas très nette. Non, vous verrez par la suite, elle est vraiment pas nette, sa mère. Voilà, je la juge, hein, mais elle est pas... Voilà. Que quand j'étais enfant, elle disait même que je ressemblais à une vieille commode d'acajou et qu'elle voulait me teindre les cheveux parce qu'elle trouvait cette couleur absolument abominable. Mais malgré ça, tu vois, pour Otto, sa mère, tu vois, c'est la mama. C'est la mama, il l'adore, il la chérit. Pour elle, c'est vraiment genre un modèle. Il va faire ce qu'elle fait. Par exemple, il va commencer à apprendre le français juste parce qu'elle était en train de lire un livre de Balzac dans le salon. Le gars, il veut trop prouver. Mais bon. Et c'est de cette même manière qu'il va commencer à avoir une passion qui va définir l'ensemble de son futur, le piano. Pas du tout. Ouais, j'ai fait une squeezie. Non, en fait, sa mère, elle lui a dit... Il a commencé à faire du piano, sa mère lui a dit « Ta gueule, ça fait du bruit, je n'aime pas ça. Je suis en train de lire Balzac, t'es cher. Donc tu vas prendre une feuille, un papier, et tu vas pas casser les couilles, tu vas dessiner ça, au moins ça fait pas de bruit. » C'est ce qu'elle a dit, hein. Mot pour mot. Bref, et c'est du coup comme ça qu'il s'est mis au dessin. De son côté, pendant plusieurs années, voilà, il va faire ses petits croquis, ses petits portraits, des petits dessins par-ci par-là. Il va kiffer sa life, Puis un jour, en se baladant avec ses parents, il va passer devant un antiquaire. Et il va voir donc dans la vitrine de cet antiquaire un tableau, le tableau de Menzel. Et à ce moment-là, tout enfant du temps se serait dit, c'est quoi, ça pue le vieux, là, il y a de la poussière partout. Viens, on va au King jouer, là. Viens, on s'achète un Lego Ninjago, juste... Normalement quoi. Bah non. Non, lui il en a rien à foutre, il a demandé à ses parents pour Noël d'avoir un tableau. De Menzel. Bon, je vous dis qu'il veut trop prouver, il veut trop faire la mature tout le temps. Ah non mais vous verrez. Bref, et à partir de là, il va vraiment avoir une sorte de fascination en fait pour ce tableau. Notamment un petit peu l'aspect 18e siècle, un endroit un petit peu club privé intellectuel avec Voltaire, etc. Parce que bah, c'est un tableau qui représente du coup les plus grandes têtes pensantes du 18e siècle. Je me sens comme Stéphane Bern là. Là, je suis dans Secret d'Histoire. Ce tableau, mais magnifique. Et en fait, autour de ce tableau, voilà, avec cette petite fascination, il va vraiment se construire sa bulle. Hein, faut savoir que je pense qu'à l'époque, il y a un moyen, tu sais, genre tu veux un peu échapper au mood un peu nazi qui est pas... En vrai, il est pas fou le mood, tu vois. Du coup, il va se construire son petit monde, sa petite bulle dans laquelle il va se sentir en sécurité. Et en fait, il va tellement pousser son délire loin que quand il va aller en cours, non seulement il va débarquer, genre c'est comme si là, du jour au lendemain, tu voyais ton gars là, ton gars sûr, il vient, il est en chemise, cravate, costard. Il veut rien entendre, l'enfoiré. Mais en plus de ça, il va devenir hautain. Ah, il en a rien à foutre. Dans la cour, tout le monde va jouer au Beyblade, etc. Lui, il va les regarder de loin. Tu sais, il va tenir ses mains derrière son dos à travers la fenêtre en disant « Mais quelle bande de putain de primates. Divertissez-moi, bande de gueux. »
Bon, après, avec ce comportement, vous devinez que voilà, il a pas beaucoup d'amis. Et c'est à ce moment-là qu'il va se dire, putain, en fait, j'ai envie de vivre pour les caméras. À part, ouais, c'est vrai, il veut vraiment vivre pour les caméras à ce moment-là. Tu sais, comme tout gosse de 8 ans, t'as des gars qui peuvent se dire, ah, je vais devenir astronaute, moi je vais devenir pompier. Lui, il a dit, je vais devenir célèbre. Une fois que la guerre avait pris fin, Karl Lagerfeld est donc retourné à Hambourg, et c'est à ce moment-là qu'il va participer à quelque chose qui va révolutionner sa vie. Et ouais, il va participer à un défilé organisé par ni d'autre que Christian Dior. Voilà, à Hambourg. Du coup, il va y assister et il va voir un petit peu l'élégance des mannequins, la finesse des tenues. Et c'est à partir de ce moment-là, en voyant un petit peu toute cette beauté, qu'il va se dire, en fait, moi je veux faire ça. Voilà, c'est là-bas que je... Non, c'est là-bas. Et c'est du coup comme ça qu'il a trouvé un petit peu sa vocation. Il va commencer par faire des esquisses, des croquis de femmes, de vêtements, etc. Et il va vraiment essayer de perfectionner son art du mieux qu'il peut. Puis à un moment, il se dit, bon, Hambourg, c'est sympa 2 secondes, mais pour la mode, ça pue un peu sa mère, tu vois. Genre la mode allemande, bon... Ouais, en vrai, ouais. Vite fait, quoi. Du coup, c'est tout naturellement, dans la plus grande des logiques, il va se retourner vers la ville des Lumières, la cité de l'amour. Harry! Et je l'ai bien fait, la voix un petit peu radio ancienne et tout. Pas mal, hein? J'ai très peu d'amis. Bon, le problème, c'est que Karl, il est allemand. Et alors certes, il a des bonnes bases en français, etc. Mais sa prononciation, elle est quand même terrible. Parce que, à Hambourg, on parle pas beaucoup français. Et c'est pour ça que sur Paris, il va souvent aller au cinéma. Il va aller voir des films, plein de films différents, et il va apprendre le français en fonction donc des films qu'il va avoir, en perfectionnant un petit peu sa prononciation, etc. Moi, je me suis toujours demandé, imagine, tu vois, genre Karl Lagerfeld, genre il aurait grandi, mais tu sais, genre à notre époque, genre il aurait appris le français, mais tu sais, pas au cinéma, mais genre sur Snap. Franchement, on aurait créé un truc, frère, ça aurait été incroyable. J'étais sur des réels, c'était incroyable. Ça m'a trop zèbre de voir partout ce Skibidi Toilet. Par contre, j'ai vu des musiques Go, comme il l'appelait. C'était un spectacle ahurissant. Voilà, il est sur Paris, il va au ciné, il prend un petit peu ses aises. Voilà, il continue à dessiner de son côté, etc. Il va louer son petit appartement, il va s'habituer. Voilà, il va s'habituer à la vie française. Puis, un jour, en marchant, tu vois, sur un quai, il va tomber sur une affiche, mais de manière complètement hasardeuse. Et en fait, cette affiche, c'est justement une affiche pour la participation au concours du secrétariat international de la laine. Alors non, comme le nom l'indique, c'est pas genre on va tondre des moutons et faire de la laine. C'est un concours de mode pour donc dessiner des esquisses en fonction de thèmes qui est imposé donc aux différents participants. Et donc là, Karl, il regarde ça et se dit, en vrai de vrai, c'est demain le truc. Oui, parce qu'en fait, il va participer la veille. Il va regarder le truc, il se dit ouais, let's go, en vrai, go, c'est hasardeux, j'y vais. Du coup, il va y aller. Le lendemain, il enfile son plus beau costume, il débarque et il va participer donc dans la catégorie manteau. Sauf qu'en fait, notre Karl Lagerfeld, c'est un monstre. Genre, c'est une bête surentraînée, tu vois. Du coup, il va tout déglinguer. Voilà, c'est un monstre. Dans sa catégorie manteau, il va tout gagner. Voilà, il va rafler la mise. Mais Karl n'est pas le seul à gagner. Et oui, parce que dans une autre catégorie, dans la catégorie robe de soirée, il n'y a ni d'autre que Yves Saint Laurent qui remporte la manche. Je sais pas si vous connaissez, en vrai pas très connu le gars, pas très connu du tout. Donc suite à ce concours, ils se sont tous les deux fait remarquer par différentes maisons de couture assez grandes. Donc Karl lui a été embauché auprès de Balmain, qui est une maison de couture sur Paris. Mais bon, il a un peu le seum, il pensait avoir un truc un peu plus prestigieux parce que à côté, on a Yves Saint Laurent qui a été embauché à Dior. Voilà, le gars en a rien à foutre, il brûle les étapes. Mais bon, Karl, il est pas du tout du style jaloux. Et il va quand même devenir gigapote avec Yves Saint Laurent. Voilà, ils vont devenir 2 petits besties, voilà, ils vont aller en boîte ensemble, ils vont aller au bar ensemble, ils vont kiffer leur vie, quoi. À cette époque-là, ils avaient à peu près 20 ans, apparemment. Je dis à peu près parce qu'en fait, tout au long de sa carrière, Karl Lagerfeld va être super mystérieux. Ouais, parce qu'en fait, il va donner aucune véritable date, parce que il est extrêmement discret sur sa vie personnelle. Et du coup, en allant en boîte, etc., c'est comme ça qu'on va découvrir un petit peu la sexualité des 2 jeunes hommes.
puisqu'ils vont aller en boîte homosexuelle. Alors Yves Saint Laurent, lui, c'était un gars un petit peu timide, etc. Mais à côté, on avait Karl Lagerfeld qui, lui, bah en fait, il en avait rien à foutre. Il était homosexuel, mais il cherchait pas, s'en foutait. En fait, c'est un peu compliqué de savoir un petit peu la vie intime de Karl, parce qu'il est extrêmement discret là-dessus. Voilà, il est... Du coup, on va pas vraiment en apprendre grand-chose. Juste que il s'en fout de baiser. Il a sa main droite, littéralement, c'est ce qu'il dit. Il a dit j'ai ma main droite et je l'utilise pas. Magazine masculin conseille le sextoy pour hommes. Qu'en pensez-vous? J'ai passé l'âge de jouer. Enfin, il est... Voilà, il s'en bat les couilles. C'est un moine Shaolin. Alors voilà, les années passent et les deux loustiques perfectionnent leur art. Loustique, j'ai 40 ans, frère. Waouh. Mais c'est à ce moment-là qu'un événement va un petit peu chambouler toutes les grandes maisons de couture de Paris et qui viendra aussi séparer nos deux couturiers. C'est la mort de Christian Dior. La haute couture est en deuil. La porte s'est fermée sur la maison et sur l'appartement du premier couturier de Paris. Christian Dior est mort, terrassé en Italie par une crise cardiaque. Ramené chez lui, il a reçu l'hommage silencieux de ceux pour qui son nom était devenu la marque de l'inimitable. Lancé en 1947, son New Look, qui allongeait les robes de 20 cm, avait bientôt fait la loi en Amérique et dans le reste du monde. On lui avait décerné le titre de pape de la couture. Et de fait, chaque saison, on attendait ses nouveaux décrets. Et lorsqu'elle passait par Paris, il était celui chez qui les princesses ne pouvaient manquer de venir. Parce que oui, à sa mort, et bah ce n'est ni d'autre que Yves Saint Laurent qui reprend la maison. Voilà, le gars n'a pas de temps à perdre. Vraiment, il brûle les étapes, je vous ai dit. Il y va. Et du coup, il va de lui-même un petit peu prendre des distances par rapport à Karl Lagerfeld et ils vont peu à peu se séparer. Ils sont pas en embrouille, juste ils se perdent de vue, quoi. Mais Karl, lui, bah il en a rien à foutre. Voilà. Lui, il continue, il est focus, il a des vêtements à faire, il les fait, ces vêtements. Voilà. Il n'a pas le temps pour être jaloux. Et c'est même à ce moment-là qu'il va être embauché à Louis Patou. Voilà, le nom me fait rire, mais c'est connu. Et il va y faire quelques collections par-ci par-là. Mais bon, pour lui, tu vois, c'est trop basique. Il est trop dans la moyenne des couturiers. Lui, il veut être au-dessus, tu vois. Lui, il veut vivre pour les caméras. Il va donc se tourner vers un concept qui prend de plus en plus de place dans les années 60, le prêt-à-porter. Alors, pour comprendre ce qu'est le prêt-à-porter, il faut savoir qu'à l'époque, les vêtements étaient faits sur mesure. Voilà, on allait chez le couturier et il prenait des mesures. Ça se fait toujours de nos jours, hein. Ça s'appelle les vêtements sur mesure. Mais avec l'industrialisation, on a vu l'émergence donc de vêtements qui ont déjà des mesures en elles-mêmes, donc S, L, M, etc. C'est de ça que ça vient. Et donc ça s'appelle le prêt-à-porter. Et du coup, notre cher Lagerfeld, voilà, il va s'orienter vers le prêt-à-porter en travaillant notamment pour Chloé. Voilà. Donc pour qui il va faire des robes de soirée, etc. Qui est toujours connu de nos jours. Partout où il ira travailler, il sera souvent décrit comme une personne méticuleuse, perfectionniste, rigoureuse, mais aussi aimable. Et du coup, c'est vraiment en se penchant voilà, sur ce prêt-à-porter que Lagerfeld, voilà, il va vraiment moderniser la mode. Il va être vraiment bon dans ça. Bref, et à partir de ce moment-là, voilà, Lagerfeld il va commencer à travailler vraiment partout. Et il travaille à la fois pour Chloé, mais aussi il va aller travailler pour la maison de couture italienne Fendi. Il va lui-même se définir comme un mercenaire de la mode. Voilà. Le gars, c'est Boba Fett, sauf qu'il fait des sacs à main et de la fourrure. Donc il va vraiment travailler plein de trucs différents. Il va accepter les contrats qui l'intéressent le plus, qui pense que pour lui, bah, c'est ce qui sera le plus créatif, le plus amusant à faire. Et il va vraiment se forger une petite répute quand même dans le milieu. Il va vraiment avoir une grande diversité de trucs qui va lui permettre de faire des sacs à main, de la fourrure, des robes de soirée, des manteaux, plein de collections différentes. Et les gens ils vont de plus en plus entendre parler du nom Karl Lagerfeld. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il va adopter pour la première fois ces fameuses lunettes de soleil. Ouais, le gars il s'est dit vas-y, c'est ma période emo. Il il est trop mystérieux, les gens ils savent pas à quoi il pense, qui regarde, non, c'est Maître Gibbs. C'est donc en 1971 qu'il va faire une rencontre qui va littéralement révolutionner sa vie. En effet, c'est au Seven, donc c'est à l'époque une boîte de nuit très prisée, plein d'acteurs, de gens de la haute société allaient là-bas, quoi. C'est là-bas qu'il va faire la rencontre de Jacques de Bachère, qui à l'époque avait 20 ans. Mais c'est qui ça, Jacques de Bachère? Bah en fait, Jacques de Bachère, c'est un dandy séducteur. En gros, c'est une sorte de BDH en version homme et qui est gentleman, un petit peu stylé, tu vois, genre s'habille bien. Genre c'est un peu plus chic. Bref, et en se voyant tous les deux, là, boum, Karl, coup de foudre sur le petit Jacques, quoi.
Et quand je dis petit, c'est pas la déconnade. Parce qu'en fait, il faut savoir que bah, à l'époque, Jack avait 20 ans, mais lui, il en avait genre 35 hein, environ. Il avait plus de 35 ans. Bon. Jack, il en a rien à foutre. Il va devenir la muse de Karl Lagerfeld. En gros, Karl Lagerfeld, ça devient le sugar daddy de Jack. Et à partir de là, vas-y, c'est parti. Là, Karl Lagerfeld, il devient excentrique comme jamais. Il commence à mettre des vêtements des années 20 avec des cols super raides comme ça. Et il va ressembler en fait de plus en plus à un baron allemand. Et c'est ainsi qu'il va se façonner un petit peu son surnom du Kaiser de la mode. Voilà. En portant des gros cols, des trucs volumineux. J'ai pas d'amis, putain. Et vous vous rappelez du tableau, la fascination de Karl Lagerfeld? Et bah lui, il l'a pas oublié. Il a vraiment pas oublié. En fait, il est toujours obsédé de vivre un petit peu comme au XVIIIe siècle. Du coup, bah voilà, il va se faire un petit kiff comme toute personne raisonnable. Il va s'acheter quelques meubles et les mettre dans son appartement. Non, il va s'acheter un château. Voilà. Il s'achète un château. Il n'en a rien à foutre. Donc Karl, voilà, il a aménagé dans son château avec Sunga et sa daronne. Voilà, le soir, il mange sous les bougies, à la lueur des chandelles. Comme au XVIIIe siècle, quoi. Mais bon, hein, tout ça c'est bien beau, etc. Mais Karl, en fait, bah, il a fait un château, mais il est pas dans ce château. Il est très très souvent absent parce qu'il est très préoccupé par son travail. Du coup, bah, ça va laisser Jack un peu tout seul. Voilà. Et vu que Jack c'est un peu une grosse BDH, et bah il va aller en boîte de nuit, il va draguer d'autres gars. Mais bon, Karl, lui, il est au courant. Il est au courant de tout ça, parce qu'en gros, Jack lui raconte ce qu'il fait. Il lui raconte un petit peu comment il a dragué, ça les amuse, ils sont morts de rire. Après, il faut savoir que ils avaient quand même une relation assez spéciale. Karl, de base, il n'était pas du tout intéressé par le sexe, et ça l'est toujours pas. Hein, et il n'est pas vraiment attiré sexuellement. Il a de l'attirance, il trouve quelqu'un de beau, mais ça s'arrête là. Et du coup, bah, Jack, il faisait jamais rien avec celui qu'il aimait, et il le voyait quasiment jamais. Du coup, bah, comme toute personne sensée, bah voilà, ils vont se quitter. Non, il va le tromper! Ah, il va tromper notre cher Karl Lagerfeld, et c'est pas n'importe qui avec qui il va le tromper. Non, non, ça devient encore plus croustillant. Parce que la personne qu'il a choisi, l'amant qui s'est choisi, c'est ni d'autre que Yves Saint Laurent. L'ancien bestie de Karl Lagerfeld. Ah, le machin, c'est un énorme drama coréen. C'est un ki-drama de fou. Mais du coup, Karl, il est pas con. Hein. Il va très rapidement le remarquer. Mais il va être chill. Il va être chill, en tout cas, avec Jack. Il va lui pardonner. Il va avoir la rage, mais il va lui pardonner, tu vois. Par contre... par contre, pour Yves Saint Laurent, il a rien à foutre. Rien à foutre. Il débarque en boîte de nuit, il lui pète la gueule. Voilà. Ah, faut pas le faire chier, le Kaiser. Et c'est donc ainsi que s'est créée l'une des plus grandes rivalités de la mode de nos jours. À cause d'une BDH. Enfin, d'un BDH, plutôt. En 1978, sa mère meurt. Je sais, la transition est terrible, mais vous voulez savoir ce qui est encore plus terrible? C'est son enterrement. Bon, vous vous rappelez quand je vous avais dit que cette daronne a été un peu spéciale? Et bah, elle l'était encore plus au moment de sa mort. C'est-à-dire qu'elle a demandé à ce que son fils, donc Karl Lagerfeld, ne vienne pas à son enterrement. En fait, elle a même demandé à ce qu'elle n'ait pas d'enterrement. En fait, elle a même demandé à ce qu'on balance ses cendres dans le jardin. Il y a zéro vanne. Ah, c'est terrible. Logiquement, après ça, Karl, il va être un peu bouleversé, etc. Voilà, il va mettre une petite pause à ses créations pendant quelques mois. Non, il s'en bat les couilles. Alors, en vrai, c'est pas ça. Il reste méga stoïque. Le gars, t'as les journalistes qui essayent de voir des émotions. Chez lui, il reste Tchad. Il mogue devant les gens. Et à la place, plutôt que de se morfondre sur lui, il va plutôt se laisser pousser les cheveux. Un peu comme au XVIIIe siècle. En les attachant, etc. Ah, mais je vous dis, il est pire qu'un fan de My Hero Academia avec son tableau, là. C'est le pire des fanboys. Bon, à partir de là, Karl Lagerfeld, voilà, il va un petit peu s'ennuyer du prêt-à-porter. Et voilà, la haute couture, ça lui manque un petit peu. Mais ça tombe bien, parce que à cette période-là, elle reçoit une demande assez spéciale. Et cette proposition, elle va très grandement contribuer à son évolution. En effet, une maison de couture très connue de nos jours va le voir et lui propose de travailler sur sa prochaine collection avec carte blanche. Et cette maison, c'est ni d'autre que Chanel. Il faut savoir qu'à l'époque, Chanel, c'était un peu la merde. Hein, clairement, ils étaient au bord de la faillite. C'était
peut-être parce que Coco Chanel était une espionne nazie, elle est pas honnête. Bref, c'était un petit peu, c'était un peu la fin, c'était plus du tout à la mode Chanel, et plus personne n'en portait. Donc ils vont, dans un dernier espoir, essayer d'aller voir Karl Lagerfeld pour voir si il peut faire quelque chose pour eux. Et bien sûr, Karl, il voit ça, il accepte cash. Il lui dit ça c'est un défi, ça c'est redorer le blason de la maison Chanel, c'est let's go, c'est open bar, c'est free. C'est donc sur Karl Lagerfeld que reposent les espoirs de la maison Coco Chanel. Et je peux vous dire que personne n'y croyait. Les gens, ils attendaient juste à ce qu'ils se fail. En gros, dès qu'ils ont appris le truc, ils se sont dit, ça va être drôle. Vas-y, on va voir pour le fun, on laisse, mais ça va être drôle. Mais bon, ça, Karl, je vous l'ai dit, c'est un gars, il mogue. Il en avait rien à foutre de la mort de sa mère, c'est pas ça qui va le déranger. Il en a rien à battre, il va continuer. Il va tout donner. Et donc, comme je vous l'ai dit, il faut savoir que Chanel, en fait, ça avait cet aspect un petit peu trop archaïque, trop vieux. Plus personne n'en mettait, c'était plus du tout à la mode. Et ça, Karl, il l'a compris. Et il s'est dit un truc. Et si j'allais en boîte de nuit pour travailler? En vrai, c'est sympa ce travail. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il allait foutre en boîte de nuit? C'est pour directement voir comment s'habillent les femmes à cette époque. Parce que il va un petit peu apporter de la modernité dans ses vêtements. Du coup, il va aller en boîte de nuit, il va se balader. Il va prendre en note un petit peu ce que portent les femmes. Il faut savoir que à l'époque, les habits Chanel, c'était pas trop cher parce que plus personne n'en mettait. Du coup, les femmes achetaient un petit peu comme en brocante quoi, des habits Chanel pour les mixer avec des trucs qui existaient déjà, genre des jeans, etc. Et du coup, ça crée tout un espèce de nouveau genre que Karl Lagerfeld va vraiment essayer d'analyser et essayer de comprendre pour un peu reprendre tout ça. Du coup, plutôt que boire des verres, etc. en boîte de nuit, lui, il va faire des croquis, il va se kiffer, il va kiffer sa life. Et du coup, c'est comme ça qu'il va un petit peu révolutionner les collections de Chanel en créant des robes sexy, des bijoux, des sacs à main, plein de trucs qui, de base, n'étaient pas du tout attribués à Chanel. Faut savoir que Chanel, c'était très ancienne époque, pas du tout sexy, pas du tout dans les femmes libres. Et c'est en 1983, devant une foule qui était très médisante, qui franchement pour eux ça va être un énorme flop, qui va être acclamé comme le sauveur de Chanel. Voilà, comme un Tchad, il fait défiler tout le monde, les gens ils sont chambards de malades, ils se disent ce mec il est trop fort, ce mec il nous a niqué, respect. Et le succès il s'arrête pas là, Karl Lagerfeld il va enchaîner, il va continuer, et c'est sous la direction de Karl que l'une des mannequins les plus vogues des années 80 va voir le jour, Inès de la Fressange. Je l'ai bien dit, c'est bon. Qui incarnait un petit peu ce décoinçage de cul de la mode à cette époque. Alors je sais, le terme est pas incroyable, mais il y a que comme ça qui est bien clair. Comme ça, vous comprenez bien pourquoi c'était comme ça avant Chanel, etc. Alors, petit truc bonus, c'est à ce moment-là, Karl Lagerfeld, il va se payer un petit peu une villa à Monaco, en plus de son château. Ah, vous allez voir, il a une certaine fascination pour les maisons. Genre, vraiment, il va acheter beaucoup trop de maisons pour lui-même. C'est compliqué. En 1985, Lagerfeld va apprendre une nouvelle terrible. Jacques, son compagnon, est atteint du sida. Le sida, c'est une maladie qui a fait beaucoup de ravages dans les boîtes de nuit durant ces années-là, en particulier dans les communautés homosexuelles. Il était fini, il s'est fait avoir. Et là, contrairement à la réaction qu'il a eue pour sa mère, là, Karl, il va vraiment prendre cher. Vraiment, pour le coup, ça va beaucoup l'impacter et il aura énormément de mal à le cacher au public, de cacher sa dépression littéralement. La seule personne à qui il va essayer de moins faire transparaître ses émotions, c'est à Jacques lui-même, pour essayer de pas le rendre triste. Il se réfugie beaucoup dans son travail pour oublier tout ça et à la fois il va beaucoup passer à l'hôpital pour essayer de redonner le sourire à Jacques. Mais bon, il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter et c'est en 1989, à seulement 37 ans, que Jacques s'éteint. Après ça, Karl, il va être énormément impacté. Il va faire une big dépression et il va aller chez le psychologue du coup. Non, il va acheter une nouvelle maison. Il va acheter une villa à Hambourg qu'il va appeler Villa Jaco en hommage à Jacques. Et il va y vivre 2 jours. Voilà, il s'est payé une maison, il va y dormir 2 jours parce qu'il s'est peut-être dit en vrai de vrai, vivre dans une maison qui a le nom de mon défunt conjoint tout seul. L'ambiance elle est pas folle. Du coup il a même pas réussi à dormir et il s'est barré. Voilà. Franchement je sais pas ce qu'il a avec les maisons ce gars, il a une obsession de fou.
Ah, je sais, le titre est désastreux. Enfin, bref. Les années passent et Karl se morfond de plus en plus sur lui-même. Et c'est finalement en 2001 qu'il s'est dit, en vrai de vrai, peut-être aller voir un médecin. Peut-être c'est une bonne idée, ouais. Voilà, et petit à petit, voilà, il va faire son deuil, il va commencer à se sentir mieux, et va même ouvrir sa propre maison de couture, qui s'appelle Karl Lagerfeld, c'est bien, vous suivez, c'est très bien. C'est d'ailleurs à cette période-là qu'il va faire, je pense, la sèche la plus vénère qui existe en un an, en perdant littéralement 40 kilos. C'est-à-dire que le gars passe de Barbe Noire à Brooke, en faisant un régime draconien. Il mange pas des dragons, c'est genre un régime où tu manges pas grand-chose. Et c'est vraiment à ce moment-là, là on va connaître le Karl Lagerfeld que tout le monde connaît. C'est-à-dire qu'il va appliquer à lui-même ce qu'il a appliqué à la mode. Il va reprendre l'ancien pour le rendre nouveau. C'est pas mal, hein? C'est moi qui l'ai fait. Et bah ouais, parce qu'en fait, il va reprendre un petit peu ses éléments, le col bien large, bien haut, les lunettes de soleil, les cheveux attachés, tout ça en combinant avec un petit style minimaliste rock, la façon un petit peu Thanos, tu vois, gant de l'infini. Bam! Il nous façonne le Lagerfeld 2.0, une machine de guerre. Et vraiment, à partir de maintenant, là, Karl Lagerfeld, ça devient une énorme rockstar. Il va vraiment se faire connaître du grand public grâce à H&M. Oui, en fait, en 2004, voilà, il va leur faire une petite collection, voilà. Et les stocks, ils vont s'écouler en quoi? En une semaine? Non, 4... Ah non, 15 minutes. En 15 minutes, oui. En fait, il y a eu littéralement des mêlées générales. Voilà, les gens, ils se sont tabassés la gueule pour avoir des vêtements. Ce n'est pas une blague. À côté de ça, Karl Lagerfeld, ouais, va faire des activités un peu plus communes à des créateurs de mode, voilà. Genre, il va tourner dans un clip avec Snoop Dogg. Il y a zéro blague, hein. C'est lui là, il est juste là. Plus sérieusement, voilà. Il se reconcentre sur la mode et il va doubler un méchant dans les Total Spies. Toujours pas une blague, il est là. Pour tout vous dire, je n'ai pas eu une enfance heureuse. Voilà, une petite dernière news un petit peu chelou sur lui. Il y a une araignée qui porte son nom. Voilà. L'araignée, c'est ce truc là, ça s'appelle Yotus Karlafeldi. Ouais, c'est sympa à savoir. Bon, ce que j'appelle les crottes de nez, c'est un petit peu genre les saloperies que Karl a faites dans sa vie. Car oui, il est pas tout beau tout rose, notre cher Karl Lagerfeld, surtout aux yeux de l'inspection des impôts, et oui. Et ouais, car acheter un château en Bretagne, une villa à Monaco, une grande maison à Hambourg, 3 appartements à Paris, et encore 2 autres maisons. Oui, vous avez bien remarqué, il y a environ 3-4 maisons qui se sont rajoutées à la collection que je vous ai déjà parlé. En attendant, avec tout ça, tu vois, il va accumuler des impôts qui sont assez big, tu vois. Et comme toute personne influente, voilà, avec suffisamment d'argent, il va commettre la technique secrète, la fameuse technique du tax fraud. Et là, on parle pas d'une petite somme, hein. Ah non, il a vraiment réussi à cacher 20 millions d'euros aux impôts français. Alors, en faisant des petits tips, tu vois, en plaçant son argent dans différents pays, des petits tricks, voilà. Bah, il s'y connaît, il est fort. Mais bon, le truc, c'est que lui, à l'époque, il avait des amis haut placés, dont la femme de Jacques Chirac. Voilà, je balance des noms, j'en ai rien à foutre. Du coup, il a quand même une réduction sur ses impôts-là de 50 millions de francs. C'est ce qui équivaut à peu près à 150 000 euros. Ah, le bâtard, il a des réducts de fou, hein. Bon, même si Karl a le potentiel financier de faire partie du membre de l'équipage de Barbe Noire, eh bah, il l'aimerait pas, Barbe Noire. Parce qu'il est gros. Et ouais, parce que Karl, il aime pas trop les grosses. Hein. Pour lui, pour Karl, personne ne veut voir des femmes rondes dans la mode. Basiquement, pour lui, une femme belle, c'est une femme maigre. Vraiment maigre. Genre, K-drama, tu vois. Pas bonne santé. Voilà, ça lui a valu une réputation de bon gros grossophobe. Voilà, effectivement, ouais. Alors on se rapproche tout doucement de la fin de vie de Karl Lagerfeld, mais avant d'entamer le dernier chapitre, j'aimerais faire une petite aparté avec vous. En effet, je vais vous parler de Choupette. Mais qui est Choupette? Qu'est-ce donc que Choupette? Alors Choupette, c'est avant tout une histoire d'amour qui commence à Noël. Pas de trucs bizarres. En décembre 2011, Karl reçoit la visite d'un ami mannequin à lui, qui s'appelle Baptiste Gheabiccioni. Je sais pas si ça se dit comme ça s'écrit comme ça, mais je sais pas comment ça se prononce, c'est italien. Et ce dernier ne vient pas les mains vides chez Karl, puisqu'il a emporté avec lui son petit chat, un magnifique sacré de Birmanie nommé Choupette.
Regardez-moi ces petites bouilles là, ces petites fripouilles là. Elle est d'ailleurs aussi appelée Miss Choupette et Princesse Choupette. Pour vous dire à quel point c'est genre un chat de la haute société. Bref, cet ami mannequin va demander à une des domestiques de Carl si elle peut s'occuper du chat pendant 2 semaines parce qu'il a un déplacement professionnel, etc. Cette dernière accepte, mais le truc c'est que il reviendra jamais chercher le chat, ce magnifique chat. Je sais pas comment il fait. Mais bon, Choupette n'a peut-être pas eu d'effet sur notre ami mannequin, mais par contre, sur Karl Lagerfeld, frère, il tombe amoureux. Il regarde cette petite boule de poil là, il est devenu fan. Mais fan de fou. C'est devenu un gros gaga. C'est-à-dire qu'il est passé de mentalité allemande à un gaga de matou. Bref, il va tellement adorer ce chat qu'il va le garder et il va en faire une méga superstar. Je déconne pas. Ce chat, en l'espace de 3 ans, a réussi à générer, autour de sa communication, etc., 3 putains de millions d'euros. C'est plus que je ne le ferai dans toute ma vie, très certainement vous aussi. Alors pour vous dire, Choupette a servi de promotion pour différentes marques très connues comme Shui Umura et même Opel. Là sur la voiture là. En fait Choupette ça devient tellement une superstar que Karl Lagerfeld va devenir méga sélectif sur les apparitions de Choupette. Je ne permettrai pas de faire de publicité pour Croquette. Elle est trop sophistiquée pour ça, elle a quelque chose d'unique. Et bien sûr, Karl, tel le fan qu'il est, va créer plusieurs articles de mode autour de son chat. Comme par hasard, un sac Chanel. Ou alors, une collection à son effigie pour la marque Karl Lagerfeld. Donc cette collection, elle comprend des sacs à main, des portefeuilles, des housses d'iPhone, plein de trucs comme ça. Et elle aura même le droit à son effigie en tant que figurine de collection. Même Inox, il a pas ça, ok? Inox, il a monté l'Everest, mais il a pas ça. Après, elle devient extrêmement connue, surtout par rapport au contraste qu'elle a avec Karl Lagerfeld. C'est-à-dire que Karl, lui, dans ses apparitions publiques, il va souvent jouer un personnage un peu bresson, tu vois, le gars mystérieux et tout, un peu aigri, un peu austère. Alors que frère, dans la vraie vie, il rentre chez lui, il voit son chat, il se jette sur lui, il lui fait plein de petites papouilles comme ça, un chat trop mignon. Après avoir redonné vie à Chanel, être devenu une superstar internationale et avoir influencé le courant de la mode dans le monde entier, Karl Otto Lagerfeld rendra son dernier souffle le 19 février 2019 à l'hôpital américain de Paris. Alors, Karl est mort de la même manière qu'il a vécu. En Tchad. Non mais sans déconner, il est mort d'un cancer de la prostate qu'il avait caché à tout le monde pendant des années. Même au moment de sa mort, le gars il est resté stoïque et a fait le gars mystérieux. Il a rien laissé transparaître. Même auprès de ses proches, il cachait la vérité. Même si bon, les proches quand même, ils voyaient qu'il allait pas forcément super bien, quoi, qu'il pétait pas la forme. Alors ses obsèques seront célébrées le 22 février 2019 à Nanterre, et comme il l'a demandé dans son testament, ses cendres vont être dispersées en même temps avec celles de sa mère, donc effectivement oui, dans la cour du château, là dans le jardin, mais aussi avec son seul et unique amour qu'il a eu dans sa vie, Jacques. Non, pas ce Jacques-là, celui-là, oui, voilà. Suite à cela, ce sera la France entière qui sera en deuil. Mais pas que, l'Allemagne aussi. J'en ai pas vraiment parlé, mais Karl Lagerfeld était quand même une figure importante de la mode allemande, malgré le fait qu'il ait passé la majeure partie de sa vie en France. Le 20 juin, un hommage intitulé Karl Forever lui est rendu. Alors cet hommage a eu lieu sous la verrière du Grand Palais, et bien sûr c'était le tout Paris, donc on va dire la haute société de Paris, qui a été présent pour cet hommage, avec tous les mannequins, les représentants de la mode, tout le beau monde. Et finalement, le dernier hommage qui lui a été rendu, c'était en 2023, avec le Met Gala. Voilà. Donc, basiquement, vous voyez la tenue là, super bizarre de Doja Cat là, celle-ci, eh ben elle vient de ce Met Gala. Et son inspiration, c'est Choupette. Voilà. Et vous comprenez maintenant. C'est... Voilà, vous l'aurez compris, Karl Lagerfeld n'était pas seulement qu'un créateur de mode. C'était un visionnaire, un homme complexe, parfois tiraillé entre son amour pour l'art et ses relations un peu compliquées.
Une icône, un Kaiser, mais surtout un homme qui aura marqué l'histoire de la mode de manière indélébile. Et même si ses lunettes de soleil ont souvent caché ses émotions, son travail, lui, reste éclatant et inoubliable. Voilà, c'était ma première vidéo biographique. Merci d'être resté jusqu'à la fin, puisque c'était pas tout court. J'ai taffé pas mal de temps sur la vidéo. Donc j'espère que t'as kiffé, et si c'est le cas, bah n'hésite pas à commenter et à lâcher un petit abonnement, voilà. Voilà, bon, je vous aime et je vous laisse. Ciao, ciao.